Nous revoici pour un nouvel épisode du CQFR. Shai, il n'y a pas de match la nuit dernière, si je me trompe pas, du moins pas de match notable. Par contre, il y a des choses qui se sont passées malgré tout, notamment en NBA, il y a eu des signatures. Je te propose qu'on commence par celle-ci, celle de Tom Thibodeau, pardon, qui a été prolongé par New York. 3 ans donc de prolongation de contrat pour que Tom Thibodeau reste à la tête de cette équipe de New York. Alors c'est vrai que parfois on peut être un peu je ne sais pas si critique c'est le terme, mais du moins un petit peu étonné de son utilisation à outrance des joueurs. Voilà, mais il faut reconnaître que d'une part, partout où Tom Thibodeau passe, ça marche. En fait, les équipes gagnent plus de matchs qu'elles n'en perdent. Et là, il reste quand même sur deux demi-finales de conférence avec New York, un stade que les Knicks n'avaient pas atteint depuis des décennies, littéralement. Donc voilà, prolongation de contrat, 3 ans, je pense que c'est logique et le timing et la durée du contrat me semblent pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Shai. Ouais, c'est ça. Thibodeau a 66 ans, il en aura quasiment 70 à la fin du contrat. Moi, je suis pas, j'ai pas toujours été très objectif avec Thibodeau. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Les quelques contacts que j'avais eu avec lui m'avaient fait l'apprécier encore plus. Je suis très conscient de ses limites ou de ses dérives parfois sur le temps de jeu. J'en conviens. C'est pas très moderne. En tout cas, on a une ère où les joueurs majeurs sont load managés, si je puis me permettre cet anglicisme. Mais ça va dans la logique de ce que font les Knicks là depuis quelques semaines. C'est-à-dire, alors qu'on leur a plutôt intimé un moment l'ordre d'essayer de trouver une superstar pour relancer la franchise, ils font confiance aux personnes qui sont en place, aux personnes qui ont réussi à redresser la franchise. Donc il y a les joueurs, évidemment. Jalen Brunson qui a fait une prolongation pour. Alors on a parlé de sacrifice, ou en tout cas il a fait une fleur au Knicks en attendant de futures répercussions positives. Michael Bridges, qui vient d'arriver, va aussi normalement prolonger. Pareil sur le même modèle. Tous les joueurs qui ont marqué un peu les derniers mois et les dernières saisons des Knicks sont toujours là. Le coach qui a ramené les Knicks en playoff va être là sur plusieurs années. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que il a ses limites. En tout cas, pour l'instant, on voit des limites sur l'utilisation des joueurs à outrance, comme tu l'as dit. Peut-être qu'il va s'adapter un jour. C'est pas interdit de le penser. Josh Hart jouera peut-être pas 52 minutes par match la saison prochaine. Mais oui, je pense que c'est bien et ça va aussi avec une forme de volonté de continuer de séduire le public parce que les fans d'Enix ont quand même souffert ces dernières années. Il n'y a pas eu de finale de conférence depuis 24 ans, je le rappelle, depuis la saison 99-2000. Donc déjà, retrouver les playoffs, c'était un premier pas. Retrouver une identité, ce qui était plus difficile, c'est revenu aussi. Et c'est aussi grâce à Thibodeau, il ne faut pas se le cacher. Sa façon de jouer, son côté très défensif, très dur, c'est très New York finalement. C'est ce qu'aimaient les gens à New York par le passé. Et malgré les défauts qui sont les siens, je pense que c'est un excellent coach et que c'est très bien pour New York. Il y a un gros challenge la saison prochaine de confirmer ce qu'on a vu là sur les dernières saisons, de voir si avec ce groupe-là, sans superstar identifié, Jalen Brunson, peut-être cette superstar, hein, on n'en sait rien, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux, à dépasser ce stade des demi-finales de conférence? C'est une belle interrogation. On n'a pas le salaire, on ne sait pas pour combien, on imagine qu'il sera l'un des coachs les mieux payés de la ligue quand même, mais personnellement, évidemment, je suis très content pour les Knicks et pour Tom Thibodeau. Ouais, la saison dernière, par exemple, New York faisait partie des 4 seules équipes de toute la ligue à être à la fois dans le top 10 de l'offensive rating et du defensive rating, donc une équipe vraiment compétitive du début à la fin. Ce qui est intéressant pour la saison prochaine, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment encore plus... ils ont gagné en profondeur. La seule question peut-être, on attendra de voir, c'est au niveau du secteur intérieur, avec le départ d'Hartenstein et la question toujours autour de Julius Randle. Mais finalement... Julius Randle, moi je trouve il était bon l'an dernier. La question, ça va être de savoir peut-être quelle place il prend dans cet effectif qui est quand même pas mal remodelé. Mais moi je pense que c'est vraiment, on en avait parlé quand on avait fait notre listing là, des 15 équipes qu'on sentait les plus fortes à l'heure actuelle pour la saison prochaine. Je pense vraiment que ça va être une équipe extrêmement dangereuse dans la conférence Est. Il y a vraiment tout un tas d'éléments positifs pour New York. Moi j'ai bien aimé, je te le dis honnêtement, la longueur du contrat aussi, 3 ans. Je trouve Ouais. ça vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est bien pour tout le monde. En même temps, tout le monde a un petit peu une pression. Et en fait, quand je vois une prolongation comme ça, je comprends encore moins pourquoi Milwaukee a filé 5 ans à Doc Je Rivers. savais que tu parlerais de Mais Doc. c'est le truc qui m'est venu en tête, mais c'est vrai que c'est un petit peu. C'est de plus en plus absurde. En tout cas, New York a une belle équipe pour l'an prochain. Ouais, et puis tu sais, là, dans un passé récent, les équipes qui fonctionnaient bien, qui étaient championnes ou qui allaient loin, c'est pas des équipes qui étaient où tout était bousculé du jour au lendemain. Il y avait quand même une certaine stabilité. Quand les Nuggets ont gagné, il y avait le même noyau dur depuis quelques années, avec des ajustements ici et là. Pour Milwaukee, c'est pareil.
Je pense que les Knicks font bien de s'appuyer sur des choses qu'ils connaissent avec l'apport de Michael Bridges. Mais ils ont re-signé les joueurs qui étaient là. Tu vois, OG Anunoby qui est arrivé l'année dernière a été prolongé aussi. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Mais moi, j'aime bien la continuité, me semble pouvoir peut-être te permettre d'aller loin plutôt que de tout bousculer pour une star ou une superstar, comme on pouvait le pressentir pour eux à un moment. Donc, ouais, et pour la durée du contrat, je te rejoins évidemment. Car et à la limite, vu l'historique récent, vu le fait qu'il est qualifié en playoff tout le temps, qu'il a fait des demi-finales de conférence, on aurait été moins surpris peut-être de voir 5 ans et de se dire, bon, bah après, c'est la fin de sa carrière. De toute façon, il aura plus de 70 ans. Donc 3 ans, c'est bien. On a vu aussi que les durées de contrat, maintenant, ça voulait un peu moins dire qu'avant. C'est moins. On a vu Monty Williams qui avait signé 6 ans, je crois, et au bout d'un an, il est parti. Doc Rivers, je suis pas sûr qu'il reste 5 ans, quoi qu'il arrive, même si ça se passe bien. 3 ans, c'est bien. C'est plutôt une bonne. Ouais, carrément. Il y avait une autre signature hier du côté des Pacers. Là aussi, on joue la carte de la continuité avec l'une des très belles surprises, ou du moins des très belles confirmations. Je sais pas comment le placer. Moi, c'était quand même une surprise. Je l'attendais pas forcément à ce niveau-là l'an dernier. C'est Andrew Nembhard qui re-signe donc pour 3 ans et 59 millions de dollars avec les Pacers. Super signature, super prolongation, à mon sens. C'est que ce soit quand Tyrese Haliburton a été blessé ou en complément de Tyrese Haliburton, c'est un super facilitateur de jeu, c'est un défenseur compétent. C'est un type qui en play, moi c'est surtout en playoff en fait, je trouve qu'il s'est révélé. Il a été bon en saison régulière, mais les gens ne regardent pas forcément avec beaucoup d'attention les Pacers en saison régulière. En playoff, il tournait à 15 points et 5 passes, à 56% d'adresse, avec en plus un certain attrait pour les paniers clutch. On se souvient, les Knicks s'en souviennent un peu trop bien, à mon avis, mais Andrew Nembhard a marqué quelques paniers cruciaux. C'est parfait. Eux aussi, tu vois, on parlait des Knicks et de la continuité. Alors, depuis le trade de Siakam, on a un peu une idée de ce à quoi vont ressembler les Pacers dans les prochaines années, c'est-à-dire un noyau avec Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Miles Turner, je suppose TJ McConnell aussi, parce que c'est quand même un super joueur en sortie de banc, et donc Andrew Nembhard, qui a que 24 ans et qui va faire partie de ce noyau dur, je pense, et les Pacers aussi misent à raison, à mon sens, sur la continuité. Ouais, belle signature pour les Pacers. On sera, encore une fois, moi j'ai hâte finalement de les voir sur le terrain et de voir si, je me répète un petit peu, mais si l'aspect défensif qu'ils ont développé vraiment en playoff dans leur très beau run, s'ils pourront voilà, le réutiliser dès la saison prochaine, et si on verra un petit bond en avant de ce côté-là, du côté des Pacers, pardon, c'est vraiment une équipe très intéressante. Allez, on va reparler un petit peu de Team USA rapidement. Il y a toujours quand même beaucoup d'incertitudes autour de Kevin Durant, qui n'a donc participé à aucun match de la préparation avec l'équipe nationale américaine. Selon les dernières infos, il aurait quand même repris l'entraînement, mais toujours pas d'entraînement avec contact, si j'ai bien suivi. Shai, est-ce que c'est ce que tu as retenu aussi? Ouais, c'est ça. Il a été touché au mollet tout au début de la préparation. Et il y a un espèce de mystère, il y a des incertitudes. On comprend pas vraiment pourquoi lui est resté dans le groupe alors que Kawhi Leonard en est parti. Bon, ça reste des mystères auxquels on n'a pas forcément de réponse. Il y a peut-être d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Mais ça commence même à. Enfin, ça parle beaucoup aux États-Unis de Kevin Durant, parce qu'il y a Brian Windhorst d'ESPN qui a annoncé que KD serait sans doute très probablement forfait contre les Serbes au premier match. L'agent de KD, son homme de main presque, Rich Kleiman, qui fait la plupart des podcasts avec lui, s'en est agacé. Il a démenti le fait qu'il était forfait pour le premier match. Or, des entraînements sans contact à quelques jours d'affronter la Serbie et l'un des meilleurs joueurs du monde, ça paraît quand même pas simple. Steve Kerr a dit effectivement que ça allait mieux, qu'il espérait à la base qu'il jouerait un match avant le début de la compétition, donc notamment l'un des matchs à Londres, mais ça s'est pas produit. Donc ils espèrent qu'il reviendra bientôt. Ça reste flou comme estimation, bientôt. On espère quand même le voir, parce que pour moi ça change quand même quelque chose, parce que dans mon estimation du côté invincible de cette équipe, je mettais quand même Kevin Durant dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est pour moi leur meilleur joueur de tous les temps au niveau olympique. C'est celui qui a eu le plus de réussite, qui a été le plus fort à chaque fois. S'il n'est pas là, même à son âge et avec le reste des autres, avec le reste de l'effectif, ça affaiblit un peu l'équipe, à mon sens, quand même. Donc j'espère pour eux, et j'espère pour les spectateurs quand même, qui ont envie de voir Team USA au complet, qu'on verra Kevin Durant assez rapidement, et dès la phase de poule. Je dis pas qu'ils peuvent pas gagner sans Kevin Durant, hein, mais ce serait dommage de l'avoir pris et qu'il puisse pas jouer rapidement.
Ouais, et puis c'est vrai que ça, quand même, ça relance aussi un petit peu les interrogations autour de la manière dont a été géré le cas Kawhi Ouais. Leonard, voire même celui de Jalen Brown au bout Mmh. du compte. Bon, très étonnant quand même tout ce qui se passe. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'images de marque au sens propre comme au figuré peut-être autour de tout ça. Effectivement, on espère le voir sur le terrain. À suivre. KD, c'est visiblement lui aussi agacé voilà, Mmh. des informations sorties par Brian Windhorst. On verra s'il sera aligné contre la Serbie. Bon, affaire à suivre. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, j'allais juste dire que bah, ce côté sur la formation de l'équipe, ça me rappelle un peu. Je suis en train de me dire que dans quelques années, si cette équipe mérite un peu le statut de Dream Team, je remets des guillemets, il y aura peut-être un bouquin à la façon de suite Jack McCallum sur la formation, sur qui a décidé quoi, sur l'influence des sponsors. Et je m'en réjouis à l'avance parce que c'est un de mes livres préférés sur la NBA. Donc s'ils veulent faire la même chose dans quelques années autour de ça, alors qu'on a encore plus d'accès aujourd'hui normalement, qu'ils se fassent plaisir. Voilà. Très bien. Écoute, dans les affaires, alors je disais affaires à suivre pour Team USA, il y a une affaire qu'on a suivie malgré tout. Mm. On vous relayait il y a quelques jours les propos vraiment honteux de Gilbert Arenas au sujet de l'équipe du Soudan du Sud. Mm. Et depuis, il y a Luol Deng qui s'est finalement exprimé avec, j'ai envie de dire, toute la classe qu'on lui connaît. C'est probablement l'un des joueurs là, qui est un mec qui a toujours été classe. On parlait tout à l'heure de Tom Thibodeau qui a joué des minutes et des minutes au point sans doute de d'écourter sa carrière sans jamais râler et Ouais. jouer dans tous les rôles possibles qu'on pouvait lui proposer. Et qui est aujourd'hui donc directeur de la sélection du Soudan du Sud, pardon. Et il s'est exprimé sur Instagram. Shai, je crois que tu as les propos. Je vais te laisser peut-être nous Ouais. partager les propos de Luol Deng. Ouais, bien sûr. Mais alors, il faut rappeler déjà que le holding, il est malheureusement pour lui familier de ce genre de réponses. Il a été obligé de faire ces réponses-là par le passé. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire avec Danny Ferry à l'époque, qui, lors d'une Oui. réunion, avait été enregistré tenant des propos très désobligeants sur les Africains, leur personnalité, enfin, sur tout un tas de choses qui les caractériseraient et qui seraient à leur détriment et qui feraient qu'il ne faut pas forcément les recruter. Le holding s'était exprimé là-dessus de manière très très classe, comme tu l'as dit. Et là, il a remis le couvert. Alors, là maintenant, il est encore plus obligé parce que évidemment, il est soudanais, il est du Soudan du Sud et il est aussi président de la fédération, donc il est obligé de monter au créneau et il l'a fait de manière assez classe. Je vais lire ce qu'il a dit. Il a dit je ne prête normalement pas attention à tous ces types de commentaires, mais en tant qu'Africain, leader de ma communauté et président de la fédération, je pense qu'il est important que je réponde. C'est pour ceux qui m'ont posé la question sur ces commentaires, ceux qui sont offensés par ceci. Je ne suis pas énervé de ces remarques ignorantes faites par mes collègues, par mes anciens collègues, parce qu'il inclut Paul Pierce aussi, c'était des propos moins graves, mais c'était quand même irrespectueux, hein, on est d'accord. Et il s'en est excusé, et puis avec le fameux I was not familiar with your game que tu avais mentionné. Donc ça restait un peu plus léger quand même que ce qu'a dit Arenas, qui est totalement scandaleux et raciste. Donc je continue. Il dit les commentaires faits par Paul Pierce montrent son manque d'information et de recherche. Il a utilisé ça comme un moment pour s'instruire et partager la positivité. Et donc, il l'en remercie. Pour ce qui est de Gilbert Arenas, il dit ils étaient certainement bien plus irrespectueux et cruels. Personnellement, je ne m'en soucie guère. Je n'échangerai ma place avec personne d'autre en tant qu'Africain. Mais pour les jeunes Africains et les Afro-Américains, parce qu'il les inclut évidemment dedans, et quand même des racines communes, qui admirent et écoutent Gilbert, ses commentaires vont peut-être diminuer votre confiance et faire que le reste du monde ait une moins bonne opinion des Africains. On peut facilement être euh, dérouté par ces commentaires qui montrent plutôt une forme d'autodétestation que de fierté. Donc, il parle aussi d'Arenas, qui a quand même oublié ses racines afro-américaines. Et on devrait fuir ça. Il remercie quand même les deux parce que ça a permis de mettre le débat sur la table, de mettre cette question sur la table. Et il pense qu'il faut en parler, qu'il faut saisir ce moment pour éduquer les gens. Et voilà, je pense que c'est effectivement un très beau message. Il est en entier sur son compte Instagram si vous voulez. On le traduira dans un article aussi sur Basket Session dans la journée. Mais Luol comme d'habitude, grand monsieur du basket, c'était déjà un excellent joueur et c'est aussi un très bon dirigeant de fédération et d'équipe nationale à mon sens.
Ouais, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment, il avait pris le choix de s'élever au-dessus du débat et je Exactement, ouais. trouve que ça a encore plus d'impact finalement la manière dont il a répondu aux deux. Je note quand même que pour Paul Pierce qui s'est effectivement excusé, il termine le petit passage sur Paul Pierce en disant Ouais, hein, ça je le respecte. Ça n'a pas été le cas de Gilbert Arenas dont on n'a ouais. plus entendu parler et donc effectivement. Bref, je pense qu'il y a plus grand chose à ajouter en termes de. Je trouve que d'éloquence et de classe, le Holding a Mm. fermé le débat là-dessus, mais c'était, voilà, je pense que c'était important de le souligner aussi. On attend toujours la réponse. Enfin, Gilbert Arenas qui s'excuse, j'ai jamais vu personnellement. J'ai jamais vu de. Même, tu sais, le truc cliché de je m'excuse auprès des gens qui ont pu être offensés par ce que j'ai dit. On l'a toujours pas vu. Arenas reste droit dans ses bottes et dans sa bêtise. Pour rappel, après sa suspension, sa première suspension, tu sais, après le coup des armes à feu, Mhm. retour sur le terrain, pendant l'échauffement, il avait quand même mimé à nouveau le fait de sortir des flingues et tirer sur ses coéquipiers, parce qu'il avait fallu une deuxième suspension. Donc effectivement, C'est c'est c'est- pas c'est son fort. quelqu'un, c'est quelqu'un qui. C'est pour finir sur son sujet, parce que, attention, c'était un superbe joueur de basket, hein, et je leur dis, c'est quelqu'un qui a pu être divertissant dans certaines émissions, dans certains contextes, mais c'est quand même quelqu'un qui disait qu'il trouverait jamais le moindre intérêt dans le basket féminin, à moins que les filles jouent en lingerie. Donc, il était très sérieux, hein. Voilà, ça vous situe un peu le genre de personnage. Voilà. Bref, refermons la page de Gilbert Arenas pour de bon, j'espère. Il y a une autre déclaration sur laquelle j'aurais voulu ton Mhm. avis, et Shai, ou ta réaction. Joel Embiid, avant de partir avec Team USA, a enregistré un podcast dans lequel on le voit notamment avec son entraîneur personnel. Et au détour d'une phrase, au détour d'une conversation, on lui pose la question de savoir en gros si il prête beaucoup d'attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout ça. Alors lui, il dit que oui, qu'il regarde tout ça, qu'il aime bien, que ça le motive. Et là, cette phrase que j'ai trouvée assez drôle, il dit: Je suis probablement le joueur le plus détesté de la ligue en ce moment, mais je sais pas trop pourquoi, je suis un mec cool. Shai, est-ce que tu as des éléments de réponse pour éclairer Joel Embiid sur les raisons qui peuvent en faire l'un des joueurs, alors détestés, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas les plus polémiques et les plus clivants de la ligue? Ouais, on a peut-être une idée ou deux quand même, hein, mais bon, alors, on va commencer par dire que c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA quand même, ça c'est incontestable, c'est un joueur marquant. Moi, de mon point de vue, il y a eu une bascule parce qu'au début c'était un peu un troll amusant, Embiid sur les réseaux notamment, il était très drôle dans la provocation, il répondait aux gens et tout. Et après, je sais pas, il y a eu une petite forme de victimisation qui a pu agacer les adversaires et les gens et les médias, enfin les médias, les supporters, les fans. Euh, Il y a le côté, je sais que enfin toi, c'est quelque chose qui t'agace un peu, tu sais, le côté dirty, mais de mec qui va se plaindre de prendre des coups, alors que parfois, il y a ces exagérations dans les fautes font que c'est aussi dangereux que ce qu'il peut recevoir. Je pense qu'il y a ça. Il y a le côté troll du début, les déclarations. Enfin, je ne sais pas si les joueurs de Team USA ont lu sa dernière interview avec The Athletic, là, tu sais, où il parle de l'âge de LeBron, de l'âge des joueurs, en disant que c'est pas du tout la même équipe. Ça donne l'impression qu'il doute et enfin, qu'il croit pas tellement en l'équipe. C'est bizarre. Alors, on peut toujours extraire ce qu'on veut d'une interview et des passages, mais je l'ai déjà entendu dire des trucs de ce genre-là dans des podcasts, donc sans qu'il y ait un problème d'interprétation possible. Donc, je pense qu'il y a de ça. C'est un cocktail qui fait que je pense qu'il a raison, que c'est peut-être l'un des gars les plus clivants, en tout cas en NBA. Les fans des Sixers, j'imagine, l'adorent. Les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et les fans français, bon, bah, je pense qu'il y a une petite rancœur désormais après le rendez-vous manqué en termes d'équipe nationale, qui fait que les Français vont peut-être un peu moins aimer Joel Embiid qu'avant. Ouais, bah, je partage ton avis, pardon, sur ce glissement qu'il y a eu. Moi aussi, je le trouvais déjà incroyablement talentueux, Mm. doué. J'aimais bien ses sorties dans les réseaux au début, Ouais. enfin, ses petites phrases et tout, c'était très drôle. Moi, j'ai l'impression que le moment où j'ai vu, ou en tout cas pour moi, quand même, l'image que je me faisais du joueur a changé. C'est pas tant, en fait, ses contre-performances en playoff, c'est vraiment, ça a commencé avec l'affaire Ben Simmons, en fait. Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment pas un geste de leader enfin de le Il a pousser jeté sous sous les les roues roues du du bus. bus. Ah, Voilà. voilà, avec Doc Rivers Clairement. là après la fameuse série ratée face aux Hawks. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est vraiment pas se comporter en leader d'avoir fait ça. Et derrière, ce qui a vraiment fini de m'agacer, c'est tout ce dont tu parles là, les gestes que je trouve les mauvais gestes en fait. Parce que tu peux te plaindre des fautes qui sont pas sifflées sur toi, mais Shai, imagine si Shaq
avait eu le même type de geste que Joel Embiid à son époque. Et je peux vous dire que si Joel Embiid se plaint d'avoir un traitement de faveur en NBA avec la défense actuelle, ça n'a rien à voir avec ce que Shaq a dû endurer pendant toutes ces années, ou même s'il faut remonter aux années 60, un mec comme Will Chamberlain. Ah oui. Moi, ça me gêne beaucoup parce qu'en fait, surtout quand tu es un joueur qui est souvent blessé, je trouve que souvent ces gestes sont vraiment très dangereux. Je me rappelle, ne serait-ce qu'en playoff dernier, là, quand il attrape carrément la cheville de Mitchell dans la série de Mitchell Robinson dans la série face aux Knicks, ses coups de coude au niveau du visage et les moments où il floppe, c'est quand même un mec qui est immense, qui est lourd comme c'est pas possible et qui se jette littéralement dans les genoux des autres. Voilà, ça enlèverait à son talent, ça enlèverait à son niveau de jeu même. C'est un récent MVP. Et c'était pas du tout usurpé, mais par contre voilà, si il cherche des raisons de savoir pourquoi il peut être peu apprécié aujourd'hui par une partie des fans et probablement de ses adversaires, je pense qu'il faut qu'il regarde un petit peu de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Je sais pas si tu as vu son accueil à Paris hier, là, avec des gens autour qui lui demandaient de rendre son passeport et tout. Enfin, Ah bon? j'ai peur que ouais, c'était un peu. Non, Alors, c'est j'ai pas pas. vu ça. Bon, ouais, c'est pas. Des gens ont dit c'est raciste et machin, mais là, c'était, je veux dire, c'est juste des gens qui, je pense, ont été très agacés par l'épisode, qui n'ont pas été convaincus par les explications, parce que les explications, elles sont un peu lunaires aussi, quand même, il faut le reconnaître. Lors de la fameuse interview là, sur le côté, finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit que le traitement des pays africains par la France justifiait pas. Enfin, ça m'a posé problème. Ce qui s'entend de base dans une réflexion. Hein, si dès le début il a dit je peux pas jouer pour la France avec Bien le sûr. passé colonial, on aurait dit bah bien sûr, évidemment, t'as complètement le droit. Là, ça revient un peu après. C'est cet épisode de naturalisation pour finalement aller aux États-Unis, c'est assez rocambolesque quand même. Là-dessus, pareil, on n'a pas tous les éléments. Entre le coup de fil de Macron et compagnie, il y a quand même beaucoup de choses dans ce dossier. Et puis c'est vrai qu'à l'international, les États-Unis ont les mains plus propres que la France. Donc, bref, encore une fois, comme toujours, en fait, c'est vraiment une communication désastreuse parce qu'en fait, moi, je lui reconnais tout à fait le droit de jouer pour l'équipe qu'il veut, hein, que ça soit en NBA ou que ça soit en sélection. Il avait pour moi totalement le droit de dire non, finalement j'ai choisi Team USA parce que ça va être une équipe incroyable, machin, parce que j'y vis, parce que j'y ai plus vécu qu'en France, ce qui est un fait irréfutable, tout un tas de raisons. Moi je lui conteste pas ce droit, effectivement c'est vraiment les explications que je trouve plus fumeuses qu'autre chose, mais bon. Voilà. Écoute, je te propose qu'on referme ce CQFR là-dessus. Shai, pour rappel, simplement, hier, tu as fait un podcast avec Maud Stervinou dans lequel vous êtes revenu sur une sorte de preview des Bleus, savoir un petit peu rentrer dans le détail de ce qu'on peut attendre du tournoi olympique du côté des Bleus, mais aussi dans le 5-5, mais aussi des équipes de France 3-3, si je ne me trompe pas. Cette interview, elle est toujours disponible, enfin, c'est un podcast toujours disponible sur YouTube et sur nos réseaux. Et Shai vous réserve aussi encore un contenu en plus du côté des féminines pour parler de Team USA spécifiquement. Vous devriez pouvoir retrouver ça demain avec en intervenante Eden Lass. Je ne sais pas si tu veux la présenter peut-être pour... c'est une journaliste américaine avec laquelle je discute depuis quelques années qui est une super plume sur le basket féminin, que ce soit à la fac ou pour la WNBA. Et puis de nous aider à décrypter un peu pourquoi cette équipe était invincible depuis tant d'années et ce qu'il fallait attendre de cette équipe, elle aussi pleine de superstars qui se présentent au JO. Donc voilà, c'est un petit podcast de preview aussi sur cette équipe qui sortira demain. Vous inquiétez pas, on pourra activer les sous-titres parce qu'évidemment c'était en anglais, mais voilà. Et puis en plus de donc la preview qui est déjà disponible là spécifiquement sur les Bleus avec Maud, comme tu l'as dit, un échange très sympa qui vous permettra d'y voir plus clair sur nos chances de médaille chez les filles notamment, et sur le 3-3 comme tu l'as dit, parce que Maud est spécialiste du 3-3. Voilà, vous savez tout. En tout cas, vous savez où nous trouver sur Basket Session pour toutes les infos, sur nos réseaux et sur nos plateformes pour ce qui est de contenu vidéo ou audio. On vous souhaite de passer une super journée et on vous dit à demain. Ciao à tous. À demain.